Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la normalisation du football camerounais est devenue une affaire d'État. Depuis l'arrivée de la mission conjointe FIFA-CAF à Yaoundé, des tractations s'intensifient entre les acteurs de la crise du football camerounais, le gouvernement et ses émissaires en question. Et à ce sujet, en attendant la fin du suspense, la mission conjointe FIFA-CAF s'est exprimée sur l'organisation de la CAN 2019 prévue au Cameroun. Vous l'écouterez en ouverture de ce journal. Autre titre phare de ce 20h, c'est une soif d'alternance politique qui a mobilisé des dizaines de milliers de Togolais dans les rues de la capitale Lomé et d'autres villes. Ils protestent contre la dynastie Gnassingbé après les 40 ans de règne de Eyadema. Son fils fort l'a succédé et dirige sans partage un pays en proie à la pauvreté, au chômage, à la misère. La pression de la rue est-elle devenue l'ultime recours des peuples africains opprimés par leurs propres dirigeants? Analyse et décryptage au cœur de la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Qui sera le président du comité de normalisation au sein de la Fédération camerounaise de football? Cette question est devenue une affaire d'État. Depuis l'arrivée de la mission conjointe FIFA-CAF, des tractations se poursuivent entre les acteurs de la crise du football camerounais, le gouvernement et les émissaires en question, et de nombreux noms circulent, parmi lesquels des noms d'anciens lions indomptables, dirigeants sportifs et anciens ministres des Sports. En attendant la fin du suspense, cette mission CAF-FIFA s'est également exprimée sur l'organisation de la CAN 2019. Le président de cette commission, qui est par ailleurs président de la Fédération mauritanienne de football, a rassuré le gouvernement camerounais sur le maintien de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, ceci à condition que le cahier de charges soit rempli. Reportage Joël Essengue et Ike Cyril. La sécurité est de taille au ministère des Sports et de l'Éducation physique. C'est sous forte escorte que les membres de la commission mixte FIFA-CAF sont arrivés ici. Ils ont été reçus par le maître des lieux, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre Ismaël Bidoumbat, avec qui ils sont en train de s'entretenir en ce moment. Votre mission est exaltante, complexe, importante. Mais je souhaiterais que vous sachiez qu'ici, vous êtes chez vous, que vous considériez le Cameroun comme votre deuxième patrie. 256 groupes ethniques. Le Cameroun célèbre l'unité, la fraternité et surtout consolide son intégration nationale avec un élément fort qui est le sport et particulièrement le football. Les membres de la commission mixte FIFA, Confédération africaine de football, étaient ce matin à la Fédération camerounaise de football où ils ont été reçus par le secrétaire général Blaise Moussa. Blaise Moussa qui est arrivé d'ailleurs très tôt ce matin pour attendre ses hôtes. Là aussi, les échanges se sont faits à huis clos. Difficile pour l'instant de vous dire ce qui s'est dit justement entre le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football et les membres de la commission mixte FIFA, Confédération africaine de football. Alors, c'est certainement après ces différents échanges qu'on aura peut-être les noms de ceux qui vont présider aux destinées du football camerounais, qu'on aura certainement les noms de ceux qui seront nommés au sein de ce nouveau comité de normalisation décidé par la Fédération internationale de football association. Il y a le comité de normalisation à instaurer à la Fédération camerounaise de football, mais il y a aussi la question de l'organisation de la CAN 2019 par le Cameroun. La FIFA précise qu'elle ne veut pas se mêler des affaires purement africaines. Elle est venue pour le comité de normalisation et non pour des questions liées à l'organisation de la CAN 2019 par le Cameroun ou non. Vous avez soulevé le problème de la CAN. Ça, nous on organise la Coupe du Monde. La CAN, ça c'est le problème de la CAF. Moi je pense que toute honnêteté,
si vous remplissez vos cahiers de charges, ça, c'est pas un déchet de toute façon. Ça, c'est la CAF qui a réglé ça. On n'est pas. Si la FIFA ne veut pas se mêler des questions purement africaines, eh bien, Ahmed Yahya, le chef de la délégation, s'est exprimé. Il a en quelque sorte pris à contre-pied Ahmad Ahmad, le président de la Confédération africaine de football, qui avait fait savoir que le Cameroun, en l'état actuel de ses infrastructures, ne pouvait organiser une CAN même à Tadj. Mais Ahmed Yahya, le chef de la délégation, fait savoir que le Cameroun est un grand pays, le Cameroun est un ami de la Confédération africaine de football. Et si le Cameroun venait à remplir le cahier des charges, il n'est pas question que l'organisation de la CAN 2019 lui soit retirée. La CAF ne peut pas être contre le Cameroun, elle ne le sera jamais, parce que le Cameroun est une grande nation de football. Et la CAF a besoin du Cameroun, parce que nous, au niveau de la CAF, on considère qu'on est sur le terrain, on est en rivalité avec les autres confédérations, et c'est le Cameroun qui nous fait honneur à chaque fois pour bien nous représenter. La CAF respecte le Cameroun, va travailler avec le Cameroun, et en ce qui concerne la CAN, comme vous l'avez soulevé, ça ne sera jamais une décision personnelle ni du président ni du comité exécutif. Ça sera à vous de bien préparer votre CAN, et si la mission indépendante qui va superviser va approuver l'organisation de la CAN, la CAF ne voit pas d'inconvénient. Pour revenir à la désignation des membres du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football, on attend encore la fumée blanche. Les membres de la commission mixte, ils sont 4 au total. Le chef de la délégation, Ahmed Yahya, et les autres membres, Véron Mosengo Omba, qui est le directeur des associations membres de la FIFA et de la CAF, Lucia Nicolas, qui est manager des associations membres de la Fédération internationale de football association, et Madame Sekbe Pritchet, qui est coordonnatrice du projet de développement en Afrique francophone de la FIFA. Ils sont donc en tractation, en négociation, en échange pour le moment avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique. On attend la fumée blanche. Depuis le ministère des Sports et de l'Éducation physique, Joël Essenge, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Et le suspense pourrait être levé dans les toutes prochaines heures, selon le programme de cette mission conjointe FIFA-CAF venue installer ce comité de normalisation à la Fédération camerounaise de football. Depuis l'annonce de la mise en place de ce comité de normalisation, l'on note que les lignes bougent dans les milieux du football camerounais et dans le sérail du côté de Yaoundé. Des précisions avec Étienne Pascal Azégué dans ce reportage. La décision de la FIFA qui nomme un comité de normalisation au sein de la Fédération camerounaise de football en date du 23 août 2017 tombe au moment où au Cameroun, on cherchait encore à comprendre le désistement à la dernière minute de la commission d'audit de la CAF qui était pourtant attendue pour évaluer l'état d'avancement des infrastructures sportives qui vont abriter les rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Cette décision de l'instance fêtière du football mondial va susciter une vague de réactions au Cameroun. C'est tout d'abord le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui va monter au créneau en premier en guise de version officielle du gouvernement. Nous sommes le 25 août 2017 à Yaoundé. Pierre Ismaël Bidumpat indique alors que le gouvernement prend acte de la décision de la FIFA et est prêt également à coopérer avec l'instance fêtière du football mondial, tout comme avec la CAF, pour un retour à la sérénité dans le football camerounais. Une sérénité perdue après la mise à l'écart du comité exécutif de la FECAFOOT que préside alors Tombi Aroko. Ce dernier va lui aussi emboîter le pas au ministre des Sports et de l'Éducation physique, un jour seulement après sa sortie médiatique, pour dire, la main sur le cœur, qu'il se soumettait à la décision de la FIFA, non sans avoir rappelé que cette décision était la conséquence de nombreuses procédures judiciaires en cours dans les tribunaux. Cette phase de réaction va faire place au Cameroun à celle des supputations, des noms des probables membres de ce nouveau comité de normalisation et même de certaines concertations annoncées au plus haut sommet de l'État entre certains acteurs du football camerounais tels que Samuel Eto'o-Fils et bien d'autres. C'est ainsi que certains noms, tels que celui de Joseph-Antoine Bell, Patrick Mboma, Jérémy Solène Ditap ou encore Gilbert Kadi, seront avancés
comme étant les probables membres du comité de normalisation. Ces multiples supputations vont certainement connaître un terme avec l'arrivée de la commission mixte FIFA-CAF qui est depuis quelques heures au Cameroun afin que le voile soit enfin levé sur les membres qui vont composer ce nouveau comité de normalisation. Toujours dans ce chapitre football, New Star a remporté le derby face à Union. Ce club de Douala a battu Union de Douala 1-0. Le match s'est joué au stade de la réunification de Douala, un match comptant pour la 30e journée de Ligue 1 de football, un véritable spectacle, aussi bien sur l'aire de jeu que dans les tribunes, où les pas de danse de Faustin, donc dirigeant sportif de New Star, contrastaient avec la mine crispée de Franck Happy, dirigeant de Union Sportive de Douala, Emos Fang et Sylvestre Hippolyte Zangao. D'habitude, c'est dans les tribunes qu'il célèbre la victoire de son équipe. Mais en cette fin de saison en Elite 1 et face au grand rival, l'Union Sportive de Douala, Faustin Domke, le président de New Star qui s'est imposé par 1-0, est allé montrer ses pas de danse sur l'aire de jeu au milieu de ses joueurs. La rencontre n'avait pourtant pas démarré avec la même euphorie. D'abord, les chaises laissées vides par les dirigeants de l'Union Sportive de Douala à la tribune officielle ne sont pas passées inaperçues. Franck Happy est allé dans d'autres gradins pour regarder le match. Au coup d'envoi, très vite, les joueurs de New Star de Douala montrent leur envie de gagner la partie. Mais malgré les occasions qu'ils se procurent, ils n'arrivent pas à inscrire de but. Dans les tribunes, Faustin Domke n'est pas du tout content. C'est quoi ça? Regardez Bateau! Regardez Bateau! Regardez Bateau! Acculés, les Nassara Kamakai résistent bien. À la mi-temps, le score est de 0 but partout. De retour des vestiaires, on ressent que Laurent Diam a tenu le discours de la victoire absolue à ses joueurs. À la 47e minute, Kouobilé s'échappe dans la défense de l'Union Sportive de Douala et ouvre le score. De là où il se trouve, à travers sa mine, Franck Happy semble reconnaître que ses joueurs sont en train de plier. Le match se poursuit avec la domination de New Star de Douala. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas du tout facile pour les deux équipes de faire circuler le ballon à cause de la pelouse trempée par la pluie. Au coup des sifflets final, New Star de Douala s'impose par 1-0. Malgré la morosité du temps et malgré le mauvais état du stade, les deux équipes ont quand même démontré qu'il y a encore de la valeur dans notre championnat. Je retiens que c'était un très très bon match. On a vu deux équipes qui en voulaient, qui étaient dans les bonnes dispositions. Heureusement, nous on a eu un peu plus de baraka, on a eu un peu plus envie. On a gagné, bravo aux enfants. Je vous propose à présent de suivre les réactions de quelques acteurs de ce match, notamment le capitaine de New Star de Douala, Nouk Minka, et l'auteur du but, Kouébile, mais aussi le dirigeant sportif de ce club qui était menacé de relégation, Faustin Domke. C'est un derby quoi. Il faut donner le meilleur de soi-même et pouvoir remporter les 3 points. Donc j'ai travaillé tout le long de la semaine, très très fort, très très dur pour pouvoir réaliser certaines occasions que j'aurais pu avoir. Non, ce but c'était juste le déplacement et la lecture du jeu face à l'adversaire. Et j'ai pu faire mon contrôle et regarder le gardien sortir et son positionnement et j'ai pu placer pour trouver le chemin de filet. Une victoire satisfaisante, ça nous donne un coup de bien parce que nous avions à cœur de l'emporter face à notre frère ennemi. C'est vrai que la partie a été très ardue. Nous sommes restés concentrés jusqu'à la dernière minute et nous avons fait montre de beaucoup de détermination, ce qui nous a permis d'enchaîner les occasions et notamment d'en mettre une qui, heureusement pour nous a donné la victoire ce soir. Très heureux parce qu'on a fait un très bon match de football. Je pense que si c'était pas le Lion de Douala, on aurait donné 4 quand même. Hein. Là, on a fait du beau jeu. Je pense que tout le monde a vu. Il est temps que les gros boss regardent Kouébile. Hein. Il est temps qu'on regarde. Hein. On a très bien joué au football. On a très bien joué au football. Hormis l'élément défensif, on a très bien joué au football. Ça, c'est un match de football. Dans le reste
de l'actualité. C'est un calvaire qui dure depuis plusieurs années. Le tronçon Melon-Bangem est un véritable parcours de combattants dans le département du Coupé-Manengouba. Cet axe routier est impraticable. L'on note également que la dégradation de la route exaspère les populations abandonnées à elles-mêmes. Elles sont contraintes de s'activer pour combler quelques crevasses sous le regard impuissant des autorités administratives. Jacques Molon et Albertine Bichaga. Plus de 2 ans déjà que le calvaire dure. Pousser des véhicules embourbés est presque devenu une activité quotidienne pour les usagers du tronçon Melon-Bangem. Affronter ce parcours du combattant en cette période pluvieuse est un véritable chemin de croix. Les riverains aux abois sont en colère. Et si on souffre tellement, on n'a pas de route et on nous prend de l'argent qu'il ne fallait pas. Regarde la route de Bangem qu'on payait 1500 et ça monte maintenant à 2000 francs, 3000, mais on ne voit pas vraiment la distance qu'on est en train de payer, 3000, 2500. La route est tellement mauvaise et c'est notre problème. Les petites voitures qui passaient ne peuvent plus passer. Malgré tout, il faut pouvoir se frayer un schéma ici, si l'on veut continuer à vivre dans ces localités du Coupé-Manengouba. Des zones agricoles à forte production. Les produits vivriers doivent être transportés vers les grandes villes à tous les prix. La majorité des choses sont ici beaucoup, mais nous souffrons avec ça. Même les gens administratifs en connaissent que ça c'est le point stratégique où les gens ne font que toujours souffrir. Conscient de cet état de choses et avec le sentiment d'avoir été oubliés par les pouvoirs publics, les riverains entreprennent eux-mêmes des travaux routiers avec des moyens de bord. Ambiance bon enfant qui cache très mal la gravité de la situation. La route Melon-Bangem a pourtant récemment bénéficié d'un financement pour son bitumage. Plusieurs mois après, à peine une dizaine de kilomètres sur la trentaine concernée ont été couverts d'une couche noirâtre. Le laxisme des pouvoirs publics est une fois encore pointé du doigt. Il y a d'autres personnes qui restent dans le bureau. Bon, tu entends seulement que bon, le chantier est fini. Bon, ici, là-bas, ils disent que c'est fini sans toutefois savoir comment se passent les travaux. Regardons comment nous souffrons ici. Il va falloir normalement, dans le nombre de choses, avant de donner le chantier à quelqu'un, qu'il soit sûr que le chantier doit effectuer les travaux. La négligence administrative. Non, ça ne fait pas honneur puisque la population en souffre. En attendant que les travaux reprennent, un jour peut-être, les populations ravalent leur colère le temps d'une grande séance de travail manuel, accompagnée parfois, comme ici, par les élus locaux et même des autorités administratives, visiblement dépassées par la situation. Un vaste réseau de trafic de carburant frelaté persiste à Bamenda. Dans la région du Nord-Ouest, les autorités viennent de saisir un important stock évalué à plus d'une quinzaine de millions de francs CFA. Ce fléau résiste à la stratégie du gouvernement visant à enrayer la contrebande du carburant frelaté dans la région du Nord-Ouest, notamment les villes limitrophes avec le Nigeria. Reportage Stelambou et Julingue Nyondé. La ville de Bamenda, localité située dans la région du Nord-Ouest, confrontée à une montée en puissance de la vente du carburant frelaté. L'activité est très sollicitée par les jeunes, malgré les mesures d'interdiction des autorités administratives. Une patrouille récemment menée par des éléments de la police judiciaire a permis de saisir 7 véhicules transportant des dizaines de bidons sur l'axe Bamenda-Manfé. Les enquêtes qui se sont poursuivies après cette importante saisie ont cette fois-ci abouti au démantèlement de ce dépôt où une centaine de bidons de carburant frelaté ont été retrouvés par les forces de maintien de l'ordre. L'équipe conduite par Adolphe Lélé l'Afrique, le patron de la région du Nord-Ouest,
a également interpellé tous les commerçants véreux, installés le long des rues pour la plupart, et en face des stations-service pour d'autres. La commission régionale est sur le terrain, après avoir épuisé la phase de sensibilisation. L'action vise à protéger notre espace économique face à la montée de ce trafic illégal. Bien évidemment, vous avez vous-même évalué les quantités saisies en moins d'une semaine, un peu plus de 32 000 litres, qui valent un peu plus de 21 millions. Il est clair que ces produits conformément à la loi doivent être testés d'abord pour en vérifier la qualité et puis conformément à la loi vendus aux enchères aux opérateurs agréés si le produit est conforme. Bien évidemment, le produit devant être reversé dans les caisses de l'État. Les vendeurs du carburant frelaté continuent de faire de la résistance malgré les ultimatums du gouvernement, et ce sont les stations-service conventionnelles qui paient le prix de cette contrebande. À cela, l'on peut ajouter les risques qui entourent cette activité, tels que les incendies et autres méfaits sur la santé. Yaoundé vibre de plus en plus au rythme de l'interdiction des réunions et manifestations publiques accusées d'abus de pouvoir et de discrimination en faveur des intérêts particuliers. Les autorités administratives se défendent. Elles brandissent l'argument de troubles et de menaces à l'ordre public pour justifier leurs décisions. Pourtant, la Constitution et plusieurs lois garantissent et encadrent la liberté d'opinion et de manifestation au Cameroun. Reportage Élisée Bokba et Marcelin Gansop. Pas plus tard que le 6 septembre 2017, une conférence de presse de l'Église évangélique du Cameroun a été interdite à Yaoundé. La semaine dernière, c'est Christophe Fomenio qui se voyait privé d'un moment d'échange avec le club des journalistes politiques. On peut remonter plus loin pour constater que des manifestations pourtant déclarées sont de plus en plus interdites, surtout lorsqu'elles ont une coloration politique. Dans le viseur de ceux qui voient leurs manifestations tourner court se trouve l'autorité administrative, accusée à tort ou à raison d'étouffer les libertés publiques. Une accusation que les sous-préfets trouvent excessive. Toute réunion ou manifestation publique doit faire l'objet d'une déclaration. Même dans un domicile, dans un milieu ouvert au public. Donc le promoteur ou l'organisateur est tenu de déclarer la manifestation. Si cela n'est pas fait, l'autorité administrative est fondée maintenant de prendre un acte d'interdiction. La même chose quand pour une manifestation déclarée et dont les éléments constitutifs, donc après examen, l'autorité administrative peut se rendre compte que la réunion ou la manifestation susceptible de mettre en péril l'ordre public, elle est également fondée de prendre un acte d'interdiction. Accusé de délivrer des récépissés à tête chercheuse, l'autorité administrative se défend également en brandissant dans le cas des interdictions les menaces de troubles à l'ordre public. Une formule bien connue qui sonne souvent mal dans les oreilles de ceux dont les manifestations sont interdites et parfois sévèrement réprimées. Les éléments de troubles à l'ordre public sont nombreux et ça dépend donc de l'appréciation. Quand nous nous rendons compte qu'il y a peut-être dans le cadre d'une rencontre d'autres personnes qui peuvent venir créer une espèce d'agitation tout autour. Par exemple, dans le cadre d'une association, vous pouvez vous retrouver avec la guerre des tendances. Nous sommes donc amenés à surseoir à la délivrance du récépissé. Donc en réalité, le rôle également de l'autorité administrative, c'est de prévenir, c'est d'anticiper. Samedi prochain se tient à Yaoundé l'Assemblée générale constitutive de la Société de droits d'auteur de l'art musical. Au même moment, des appels se multiplient parmi les artistes musiciens pour bloquer cette Assemblée générale. De quoi embarrasser le sous-préfet de Yaoundé 2 qui a été sollicité par le biais d'une déclaration, puisque l'on n'est pas loin, dans le cas d'espèce, d'une menace de trouble à l'ordre public.
Je vous le disais en titre, la tension est montée d'un cran au Togo. La rue gronde de colère depuis le début de la semaine. Des dizaines de milliers de manifestants protestent contre la longévité au pouvoir du régime Gnassingbé. 40 ans pour Eyadema Gnassingbé, 12 ans pour son fils, une cinquantaine d'années au cours desquelles le chômage, la pauvreté et la misère n'ont pas changé de visage. Au Togo, d'où la colère de ces populations. Reportage Donald Anouzwa. La marée humaine de partisans de l'opposition qui a investi Lomé et 10 autres villes du Togo le 6 septembre est venue réclamer l'alternance politique dans un pays dirigé depuis 2005 par le président Faure Gnassingbé. La foule déchaînée, constituée d'environ 100 000 manifestants, selon Amnesty International, a brandi des pancartes et crié des slogans hostiles au régime de Faure. Une grande partie de l'opposition togolaise, rejointe par plusieurs petits partis politiques, exige des réformes constitutionnelles, la limitation du mandat présidentiel et scrutin à 2 tours, promises par le régime depuis des années et qui n'ont jamais abouti. Les mesures annoncées par le gouvernement mardi 5 septembre, portant notamment prise en compte en partie des réformes politiques, n'ont pas calmé les ardeurs des opposants et des manifestants, prêts à continuer les marches sur 2 jours. Nous n'avons pas l'impression que le régime prend la mesure de ce qui se passe. Nous avons demandé de retrouver la constitution originelle de 92. On nous sort de balivères. La manifestation du 6 septembre s'est déroulée dans le calme, contrairement à celle du 19 août, dont l'intensité des violences avait coûté la vie à au moins 2 personnes dans ce pays de 7 millions d'habitants. La pression de la rue observée au Togo est la conséquence du refus de certains dirigeants de respecter les principes et leur engagement de construire une réelle démocratie où les réformes institutionnelles et économiques sont mises en place pour le bien-être des populations, d'où cette implosion sociale et des nombreuses violences vécues dans plusieurs pays africains. Emmanuel Diop et Gizogo. Les tensions politiques qui ont atteint leur paroxysme au Togo ces jours-ci trouvent leur origine dans la ruse politique déployée par le pouvoir de Lomé. Ce qui se passe au Togo n'est que la conséquence d'un certain mécanisme que les présidents africains aiment mettre sur pied. En effet, le président Faure Gnassingbé n'a pas véritablement mis sur pied les réformes démocratiques que l'opposition lui demandait. Les membres de l'opposition l'ont effectivement compris, ils ont compris que M. Faure Gnassingbé n'avait pas véritablement le désir ou l'envie d'aller jusqu'au bout dans ces réformes. Et c'est la raison pour laquelle ils sont redescendus dans les rues pour lui dire, pour lui marteler leur ras-le-bol. Dès lors, la solution passe par un dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Ce que l'opposition demande à M. Faure Gnassingbé, d'aller au bout, par exemple, en limitant les mandats comme c'était le cas en 92, il a même déjà promis. Mais les gens sont arrivés à un niveau où ils ne font plus confiance aux présidents, ingénieurs dans la manipulation démocratique. Si on peut parler d'une solution, il faut véritablement un dialogue franc entre le parti au pouvoir et l'opposition, et que justement ils parviennent à démontrer à cette opposition que la confiance peut être restaurée. Il n'empêche qu'à l'échelle continentale, la demande démocratique pourrait à nouveau aller crescendo. En 90, il n'y a pas eu de véritable démocratisation. Il y a eu ce que j'appelle une décompression autoritaire. Il y a eu une forte pression de la société civile, de la population sur les dirigeants qui réclamaient un certain nombre de libertés. Mais justement, ces dirigeants, presque tous les dirigeants africains n'ont pas véritablement libéralisé. Ils ne l'ont pas fait. C'est la raison pour laquelle les mêmes problèmes, les mêmes récriminations ne font que ressurgir. Quant au Cameroun, il n'est pas à l'abri de ces soubresauts s'il ne fait preuve de proactivité. Nous sommes justement à la porte, à l'antichambre d'une crise politique. À la veille d'une année électorale comme celle-là, nous avons déjà une situation sécuritaire qui est très embarrassante à l'extrême nord, à l'est et dans les régions anglophones. On doit faire tout pour justement anticiper en mettant sur pied des mécanismes qui vont créer justement un climat de confiance, un climat consensuel où tout le monde va se sentir concerné et personne ne va se sentir frustré ou floué. Un avis de possible tempête qui ne reste qu'à mieux gérer pour préserver l'avenir. Après l'annulation de l'élection présidentielle au Kenya, c'est la commission électorale très critiquée qui vient d'être revue en profondeur. De nouvelles personnalités ont été récemment nommées
pour répondre aux exigences du principal opposant Raila Odinga. Des précisions avec Séverin Tchouban et Hervé Kemnier. Depuis l'annulation vendredi de l'élection présidentielle du 8 août dernier par la Cour suprême du Kenya, qui avait décelé des irrégularités dans la transmission des résultats, ayant selon elle compromis l'intégrité du scrutin, l'opposition kenyane, déterminée à avoir des élections transparentes, est allée plus loin dans sa démarche. Elle a obtenu la nomination d'une nouvelle équipe à la commission électorale, composée de 7 personnes pour organiser le nouveau scrutin du 17 octobre prochain. Cette équipe sera dirigée par un coordinateur de projet qui va assurer les fonctions du président de la commission électorale. L'ancien président de la commission électorale, Esra Chiloba, vivement critiqué par l'opposition, a été écarté. Une nouvelle victoire de l'opposition kenyane qui a forcé la main au régime de Nairobi. Pourtant, au lendemain de l'annulation historique de la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta, ce dernier avait exclu tout remaniement en profondeur de la controversée commission électorale, chargée d'organiser le nouveau scrutin. Le président Uhuru Kenyatta, qui avait dans un premier temps tensé la justice de son pays, vient de céder face aux pressions des poids lourds de l'opposition. Reste à savoir si la plateforme de l'opposition, NASA, se contentera de ces changements à la commission électorale. Raila Odinga, le candidat à la présidentielle, avait certes exigé la mise à l'écart de certains commissaires, mais il avait aussi demandé que tous les candidats au premier tour soient autorisés à participer au nouveau scrutin. Or, la dernière édition du journal officiel précise que le rendez-vous électoral du 17 octobre prochain opposera seulement 2 candidats. Et toujours à l'international, le polémiste Kémi Séba est arrivé en France ce matin. Cet activiste militant contre le franc CFA a été expulsé du Sénégal pour cause de graves menaces à l'ordre public. Il avait brûlé un billet de 5 000 francs CFA pour protester contre le maintien d'une quinzaine de pays africains dans une zone monétaire sans perspective de développement socio-économique. Reportage Mirabel Mazo. Arrêté et jugé à Dakar pour avoir brûlé un billet de banque, le procureur de la République avait fait appel de la décision du tribunal qui l'avait relaxé. Kémi Séba a été expulsé du territoire sénégalais. La procédure d'expulsion de l'activiste franco-béninois aurait été initiée sur la base du trouble à l'ordre public que constitue sa simple présence sur le territoire sénégalais. Outre ses récents démêlés judiciaires, l'arrêté d'expulsion souligne que Kémi Séba s'est fait aussi remarquer pour les propos désobligeants qu'il formule à l'encontre des chefs d'État et dirigeants africains et envisagerait de mener des actions préjudiciables à l'ordre public en appelant à des rassemblements intempestifs sur la voie publique. Le texte signé par le ministre de l'Intérieur a eu des délais très courts, pourtant son avocat tentait d'empêcher une expulsion de son client. L'appel lancé par le collectif d'organisations constituant le Front anti-franc CFA à une manifestation le 16 septembre prochain aurait servi d'accélérateur à la décision d'engager une procédure d'expulsion. Les policiers sont donc venus chercher Kémi Séba à son domicile en milieu de journée pour l'amener au poste de police des étrangers de Dakar. Sur place, ils ont pu constater qu'il a un passeport français ainsi qu'un passeport béninois qui n'est pas à jour. Pour Kémi Séba, cet acte d'expulsion est démesuré. Ses partisans ont entamé une série de ripostes depuis son expulsion. Ils projettent poursuivre leur manifestation contre le franc CFA. Installé au Sénégal après plusieurs démêlés judiciaires en France, Stélio Gilles Robert Kapochichi, alias Kémi Séba, mène depuis quelques années une fronde contre le franc CFA. Il estime que ce moyen de paiement avantage la France, ancienne puissance coloniale, et nuit aux intérêts des 14 pays africains. En France, où il retourne après cette expulsion du Sénégal, Kémi Séba avait notamment été le dirigeant de la tribu K, groupuscule dissous en 2006 pour antisémitisme et incitation à la haine raciale. Son avocat dénonce une expulsion illégale et annonce un recours suspensif de la mesure. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ne manquez pas votre rendez-vous ce soir, Regard social, présenté par Éric Fernand Kwamo. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Tombi Aroko. Ce dernier va lui aussi emboîter le pas au ministre des Sports et de l'Éducation physique, un jour seulement après sa sortie médiatique. Pour dire la main sur le cœur,
qu'il se soumettait à la décision de la FIFA, non sans avoir rappelé que cette décision était la conséquence de nombreuses procédures judiciaires en cours dans les tribunaux. Cette phase de réaction va faire place au Cameroun à celle des supputations, des noms des probables membres de ce nouveau comité de normalisation et même de certaines concertations annoncées au plus haut sommet de l'État entre certains acteurs du football camerounais tels que Samuel Eto'o et bien d'autres. C'est ainsi que certains noms, tels que celui de Joseph-Antoine Bell, Patrick Mboma, Jérémy Solène Ditap ou encore Gilbert Kadi, seront avancés comme étant les probables membres du comité de normalisation. Ces multiples supputations vont certainement connaître un terme avec l'arrivée de la commission mixte FIFA-CAF qui est depuis quelques heures au Cameroun afin que le voile soit enfin levé sur les membres qui vont composer ce nouveau comité de normalisation. Toujours dans ce chapitre football, New Star a remporté le derby face à Union. Ce club de Douala a battu Union de Douala 1-0. Le match s'est joué au stade de la réunification de Douala, un match comptant pour la 30e journée de Ligue 1 de football, un véritable spectacle, aussi bien sur l'aire de jeu que dans les tribunes, où les pas de danse de Faustin, donc dirigeant sportif de New Star, contrastaient avec la mine crispée de Franck Happy, dirigeant de Union Sportive de Douala, Emos Fango et Sylvestre Hippolyte Zangaou. D'habitude, c'est dans les tribunes qu'il célèbre la victoire de son équipe. Mais en cette fin de saison en Elite One et face au grand rival, l'Union Sportive de Douala, Faustin Domke, le président de New Star qui s'est imposé par 1-0, est allé montrer ses pas de danse sur l'aire de jeu au milieu de ses joueurs. La rencontre n'avait pourtant pas démarré avec la même euphorie. D'abord, les chaises laissées vides par les dirigeants de l'Union Sportive de Douala à la tribune officielle ne sont pas passées inaperçues. Franck Happy est allé dans d'autres gradins pour regarder le match. Au coup d'envoi, très vite, les joueurs de New Star de Douala montrent leur envie de gagner la partie. Mais malgré les occasions qu'ils se procurent, ils n'arrivent pas à inscrire de but. Dans les tribunes, Faustin Domke n'est pas du tout content. C'est quoi ça? Regardez Bateau! Regardez Bateau! Regardez Bateau! Acculés, les Nassara Kamakai résistent bien. À la mi-temps, le score est de 0 but partout. Le retour des vestiaires, on ressent que Laurent Diam a tenu le discours de la victoire absolue à ses joueurs. À la 47e minute, Kouobile s'échappe dans la défense de l'Union Sportive de Douala et ouvre le score. De là où il se trouve, à travers sa mine, Franck Happy semble reconnaître que ses joueurs sont en train de plier. Le match se poursuit avec la domination de New Star de Douala. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas du tout facile pour les deux équipes de faire circuler le ballon à cause de la pelouse trempée par la pluie. Au cours des sifflets final, New Star de Douala s'impose par 1-0. Malgré la morosité du temps et malgré le mauvais état du stade, les deux équipes ont quand même démontré qu'il y a encore de la valeur dans notre championnat. Je retiens que c'était un très très bon match. On a vu deux équipes qui en voulaient, qui étaient dans les bonnes dispositions. Heureusement, nous on a eu un peu plus de baraka, on a eu un peu plus envie. On a gagné, bravo aux enfants. Je vous propose à présent de suivre les réactions de quelques acteurs de ce match, notamment le capitaine de New Star de Douala, Nouk Minka, et l'auteur du but, Kouébile, mais aussi le dirigeant sportif de ce club qui était menacé de relégation, Faustin Domke. C'est un derby quoi. Il faut donner le meilleur de soi-même et pouvoir remporter les 3 points. Donc j'ai travaillé tout le long de la semaine, très très fort, très très dur pour pouvoir réaliser certaines occasions que j'aurais pu avoir. Non, ce but c'était juste le déplacement et la lecture du jeu face à l'adversaire. Et j'ai pu faire mon contrôle et regarder le gardien sortir et son positionnement et j'ai pu placer pour trouver le chemin de filet. Une victoire satisfaisante, ça nous donne un coup de bien.
parce que nous avions à cœur de l'emporter face à notre frère ennemi. C'est vrai que la partie a été très ardue. Nous sommes restés concentrés jusqu'à la dernière minute et nous avons fait montre de beaucoup de détermination, ce qui nous a permis d'enchaîner les occasions et notamment d'en mettre une qui, heureusement pour nous, nous a donné la victoire ce soir. Très heureux parce qu'on a fait un très bon match de football. Je pense que si c'était pas le Lion de Douala, on aurait donné 4 quand même. Hein. Là, on a fait du beau jeu. Je pense que tout le monde a vu. Il est temps que Gros Boss regarde Kobilé. Hein. Il est temps qu'on regarde. Hein. On a très bien joué au football. On a très bien joué au football. Hormis l'élément défensif, on a très bien joué au football. Ça fait un match de football. Dans le reste de l'actualité, c'est un calvaire qui dure depuis plusieurs années. Le tronçon Melon-Bangem est un véritable parcours de combattants dans le département du Coupé-Manengouba. Cet axe routier est impraticable. L'on note également que la dégradation de la route exaspère les populations abandonnées à elles-mêmes. Elles sont contraintes de s'activer pour combler quelques crevasses sous le regard impuissant des autorités administratives. Jacques Molon et Albertine Bichaga. Plus de 2 ans déjà que le calvaire dure. Pousser des véhicules embourbés est presque devenu une activité quotidienne pour les usagers du tronçon Melon-Bangem. Affronter ce parcours du combattant en cette période pluvieuse est un véritable chemin de croix. Les riverains aux abois sont en colère. Et si on souffre tellement, on n'a pas de route et on nous prend de l'argent qu'il ne fallait pas. Regarde la route de Bangem qu'on payait, on payait 1500 et ça monte maintenant à 2000 francs, 3000, mais on ne voit pas vraiment la distance qu'on est en train de payer, 3000, 2500. La route est tellement mauvaise et c'est notre problème. Les petites voitures qui passaient ne peuvent plus passer. Malgré tout, il faut pouvoir se frayer un chemin ici, si l'on veut continuer à vivre dans ces localités du Coupé-Manengouba. Des zones agricoles à forte production. Les produits vivriers doivent être transportés vers les grandes villes à tous les prix. La majorité des choses sont ici beaucoup, mais nous souffrons avec ça. Même les gens administratifs en connaissent que ça c'est le point stratégique où les gens ne font que toujours souffrir. Conscient de cet état de choses et avec le sentiment d'avoir été oubliés par les pouvoirs publics, les riverains entreprennent eux-mêmes des travaux routiers avec des moyens de bord. Ambiance bon enfant qui cache très mal la gravité de la situation. La route Melon-Bangem a pourtant récemment bénéficié d'un financement pour son bitumage. Plusieurs mois après, à peine une dizaine de kilomètres sur la trentaine concernée ont été couverts d'une couche noirâtre. Le laxisme des pouvoirs publics est une fois encore pointé du doigt. Il y a d'autres personnes qui restent dans le bureau. Bon, tu entends seulement que bon, le chantier est fini. Bon, ici, d'abord, ils disent que c'est fini sans toutefois savoir comment se passent les travaux. Regardons comment nous souffrons ici. Il va falloir normalement, dans le nombre de choses, avant de donner le chantier à quelqu'un, qu'il soit sûr que le chantier doit effectuer les travaux. La négligence administrative. Non, ça ne fait pas honneur puisque la population en souffre. En attendant que les travaux reprennent, un jour peut-être, les populations ravalent leur colère le temps d'une grande séance de travail manuel, accompagnée parfois, comme ici, par les élus locaux et même des autorités administratives, visiblement dépassées par la situation. Un vaste réseau de trafic de carburant frelaté persiste à Bamenda. Dans la région du nord-ouest, les autorités viennent de saisir un important stock évalué à plus d'une quinzaine de millions de francs CFA. Ce fléau résiste à la stratégie du gouvernement visant à enrayer la contrebande du carburant frelaté dans la région du nord-ouest, notamment les villes limitrophes avec le Nigeria. Reportage Stellambou et Julingue Nyondé. La ville de Bamenda, localité située dans la région du nord-ouest,
confronté à une montée en puissance de la vente du carburant frelaté. L'activité est très sollicitée par les jeunes, malgré les mesures d'interdiction des autorités administratives. Une patrouille récemment menée par des éléments de la police judiciaire a permis de saisir 7 véhicules transportant des dizaines de bidons sur l'axe Bamenda-Manfé. Les enquêtes qui se sont poursuivies après cette importante saisie ont cette fois-ci abouti au démantèlement de ce dépôt où une centaine de bidons de carburant frelaté ont été retrouvés par les forces de maintien de l'ordre. L'équipe conduite par Adolphe Lélé l'Afrique, le patron de la région du Nord-Ouest, a également interpellé tous les commerçants véreux, installés le long des rues pour la plupart et en face des stations-service pour d'autres. La commission régionale est sur le terrain, après avoir épuisé la phase de sensibilisation. L'action vise à protéger notre espace économique face à la montée de ce trafic illégal. Bien évidemment, vous avez vous-même évalué les quantités saisies en moins d'une semaine, un peu plus de 32 000 litres, qui valent un peu plus de 21 millions. Il est clair que ces produits conformément à la loi doivent être testés d'abord pour en vérifier la qualité et puis conformément à la loi vendus aux enchères aux opérateurs agréés si le produit est conforme. Bien évidemment, le produit devant être reversé dans les caisses de l'État. Les vendeurs du carburant frelaté continuent de faire de la résistance malgré les ultimatums du gouvernement et ce sont les stations-service conventionnelles qui paient le prix de cette contrebande. À cela, l'on peut ajouter les risques qui entourent cette activité, tels que les incendies et autres méfaits sur la santé. Yaoundé vibre de plus en plus au rythme de l'interdiction des réunions et manifestations publiques accusées d'abus de pouvoir et de discrimination en faveur des intérêts particuliers. Les autorités administratives se défendent. Elles brandissent l'argument de troubles et de menaces à l'ordre public pour justifier leurs décisions. Pourtant, la Constitution et plusieurs lois garantissent et encadrent la liberté d'opinion et de manifestation au Cameroun. Reportage Élisée Bokba et Marcelin Gansop. Pas plus tard que le 6 septembre 2017, une conférence de presse de l'Église évangélique du Cameroun a été interdite à Yaoundé. La semaine dernière, c'est Christophe Fomenio qui se voyait privé d'un moment d'échange avec le club des journalistes politiques. On peut remonter plus loin pour constater que des manifestations pourtant déclarées sont de plus en plus interdites, surtout lorsqu'elles ont une coloration politique. Dans le viseur de ceux qui voient leurs manifestations tourner court se trouve l'autorité administrative, accusée à tort ou à raison d'étouffer les libertés publiques. Une accusation que les sous-préfets trouvent excessive. Toute réunion ou manifestation publique doit faire l'objet d'une déclaration, même dans un domicile, dans un milieu ouvert au public. Donc, le promoteur ou l'organisateur est tenu de déclarer la manifestation. Si cela n'est pas fait, l'autorité administrative est fondée maintenant de prendre un acte d'interdiction. La même chose. La Fédération camerounaise de football, mais il y a aussi la question de l'organisation de la CAN 2019 par le Cameroun. La FIFA précise qu'elle ne veut pas se mêler des affaires purement africaines. Elle est venue pour le comité de normalisation et non pour des questions liées à l'organisation de la CAN 2019 par le Cameroun ou non. Vous avez soulevé le problème de la CAN. Ça, nous on organise la Coupe du Monde. La CAN, ça c'est le problème de la CAF. Moi je pense que toute honnêteté, si vous remplissez vos cahiers de charges, ça c'est pas un déchet de toute façon. Ça c'est la CAF qui régule ces problèmes. On n'est pas là. Si la FIFA ne veut pas se mêler des questions purement africaines, eh bien Ahmed Yaya, le chef de la délégation, s'est exprimé. Il a en quelque sorte pris à contre-pied Ahmad Ahmad, le président de la Confédération africaine de football, qui avait fait savoir que le Cameroun, en l'état actuel de ses infrastructures, ne pouvait organiser une CAN,
même à catch, mais Ahmed Yahya, le chef de la délégation, fait savoir que le Cameroun est un grand pays, le Cameroun est un ami de la Confédération africaine de football, et si le Cameroun venait à remplir le cahier des charges, il n'est pas question que l'organisation de la CAN 2019 lui soit retirée. La CAF ne peut pas être contre le Cameroun, elle ne le sera jamais, parce que le Cameroun est une grande nation de football. Et la CAF a besoin du Cameroun, parce que nous, au niveau de la CAF, on considère qu'on est sur le terrain, on est en rivalité avec les autres confédérations, et c'est le Cameroun qui nous fait honneur à chaque fois pour bien nous représenter. La CAF respecte le Cameroun, va travailler avec le Cameroun, et en ce qui concerne la CAN, comme vous l'avez soulevé, ça ne sera jamais une décision personnelle ni du président ni du comité exécutif. Ça sera à vous de bien préparer votre CAN, et si la mission indépendante qui va superviser va approuver l'organisation de la CAN, la CAF ne voit pas d'inconvénients. Pour revenir à la désignation des membres du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football, on attend encore la fumée blanche. Les membres de la commission mixte, ils sont 4 au total. Le chef de la délégation, Ahmed Yahya, et les autres membres, Véron Mosengo Omba, qui est le directeur des associations membres de la FIFA et de la CAF, Lucia Nicolas, qui est manager des associations membres de la Fédération internationale de football association, et Madame Sekbe Pritchet, qui est coordonnatrice du projet de développement en Afrique francophone de la FIFA. Ils sont donc en tractation, en négociation, en échange pour le moment avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique. On attend la fumée blanche. Depuis le ministère des Sports et de l'Éducation physique, Joël Essenge, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Et le suspense pourrait être levé dans les toutes prochaines heures, selon le programme de cette mission conjointe FIFA-CAF venue installer ce comité de normalisation à la Fédération camerounaise de football. Depuis l'annonce de la mise en place de ce comité de normalisation, l'on note que les lignes bougent dans les milieux du football camerounais et dans le sérail du côté de Yaoundé. Des précisions avec Étienne Pascal Azégué dans ce reportage. La décision de la FIFA qui nomme un comité de normalisation au sein de la Fédération camerounaise de football en date du 23 août 2017 tombe au moment où au Cameroun, on cherchait encore à comprendre le désistement à la dernière minute de la commission d'audit de la CAF qui était pourtant attendue pour évaluer l'état d'avancement des infrastructures sportives qui vont abriter les rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Cette décision de l'instance fêtière du football mondial va susciter une vague de réactions au Cameroun. C'est tout d'abord le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui va monter au créneau en premier en guise de version officielle du gouvernement. Nous sommes le 25 août 2017 à Yaoundé. Pierre Ismaël Bidumpat indique alors que le gouvernement prend acte de la décision de la FIFA et est prêt également à coopérer avec l'instance fêtière du football mondial, tout comme avec la CAF, pour un retour à la sérénité dans le football camerounais. Une sérénité perdue après la mise à l'écart du comité exécutif de la FECAFOOT que préside alors Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la normalisation du football camerounais est devenue une affaire d'État. Depuis l'arrivée de la mission conjointe FIFA-CAF à Yaoundé, des tractations s'intensifient entre les acteurs de la crise du football camerounais, le gouvernement et ses émissaires en question. Et à ce sujet, en attendant la fin du suspense, la mission conjointe FIFA-CAF s'est exprimée sur l'organisation de la CAN 2019 prévue au Cameroun. Vous l'écouterez en ouverture de ce journal. Autre titre phare de ce 20h, c'est une soif d'alternance politique qui a mobilisé des dizaines de milliers de Togolais dans les rues de la capitale Lomé et d'autres villes. Ils protestent contre la dynastie Gnassingbé après les 40 ans de règne de Eyadema. Son fils fort l'a succédé et dirige sans partage un pays en proie à la pauvreté, au chômage, à la misère. La pression de la rue est-elle devenue l'ultime recours des peuples africains opprimés
par leurs propres dirigeants. Analyse et décryptage au cœur de la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Qui sera le président du comité de normalisation au sein de la Fédération camerounaise de football? Cette question est devenue une affaire d'État. Depuis l'arrivée de la mission conjointe FIFA-CAF, des tractations se poursuivent entre les acteurs de la crise du football camerounais, le gouvernement et les émissaires en question, et de nombreux noms circulent, parmi lesquels des noms d'anciens lions indomptables, dirigeants sportifs et anciens ministres des Sports. En attendant la fin du suspense, cette mission CAF-FIFA s'est également exprimée sur l'organisation de la CAN 2019. Le président de cette commission, qui est par ailleurs président de la Fédération mauritanienne de football, a rassuré le gouvernement camerounais sur le maintien de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, ceci à condition que le cahier de charges soit rempli. Reportage Joël Essengue et Ike Cyril. La sécurité est de taille au ministère des Sports et de l'Éducation physique. C'est sous forte escorte que les membres de la commission mixte FIFA-CAF sont arrivés ici. Ils ont été reçus par le maître des lieux, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre Ismaël Bidoumbat, avec qui ils sont en train de s'entretenir en ce moment. Votre mission est exaltante, complexe, importante. Mais je souhaiterais que vous sachiez qu'ici, vous êtes chez vous, que vous considériez le Cameroun comme votre deuxième patrie. 256 groupes ethniques. Le Cameroun célèbre l'unité, la fraternité et surtout consolide son intégration nationale avec un élément fort qui est le sport et particulièrement le football. Les membres de la commission mixte FIFA, Confédération africaine de football, étaient ce matin à la Fédération camerounaise de football où ils ont été reçus par le secrétaire général Blaise Moussa. Blaise Moussa qui est arrivé d'ailleurs très tôt ce matin pour attendre ses hôtes. Là aussi, les échanges se sont faits à huis clos. Difficile pour l'instant de vous dire ce qui s'est dit justement entre le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football et les membres de la commission mixte FIFA, Confédération africaine de football. Alors, c'est certainement après ces différents échanges qu'on aura peut-être les noms de ceux qui vont présider aux destinées du football camerounais, qu'on aura certainement les noms de ceux qui seront nommés au sein de ce nouveau comité de normalisation décidé par la Fédération internationale de football association. Il y a le comité de normalisation à instaurer à la Fédération